Ce que l'on constate quand on regarde la question des investissements liés à la terre, peut-être qu'il faut d'abord rappeler de quoi il s'agit. Il y a des investissements sur le foncier directement, c'est les concessions foncières par exemple, c'est tous les projets immobiliers, tous les projets dont le principal objet est la terre. La terre est ce qui servira à produire l'investissement qui est attendu. À côté de cela, il y a des investissements qui portent de manière indirecte sur la terre. On a entendu tout à l'heure le président de l'État qui nous parlait de la mine, qui nous parlait de la forêt. La terre n'est pas l'objet principal de l'investissement. Mais l'investissement touchera à la terre. Il porte sur la terre de manière indirecte, soit parce qu'il rend la terre indisponible. Quand il y a un permis minier, on creuse et la terre n'est plus utilisable pendant que l'exploitant minier est sur place. Ou alors quand on a un barrage qui se construit, la terre sera indisponible. Mais la terre n'est pas l'objet de l'investissement. Celui qui construit le barrage recherche autre chose. Donc, soit parce que l'investissement rend la terre indisponible, soit parce qu'il restreint l'accès à la terre sur des périodes données. L'exploitant forestier, sur une période donnée, a accès à une portion d'une concession forestière. Et pendant qu'il travaille, il est très difficile que d'autres acteurs aient accès à cette terre. Bien que ce ne soit pas la terre qui l'intéresse, il a une influence sur la terre. On a des grands projets d'infrastructure, par exemple. Quand on fait une autoroute, on prend de la terre pour faire l'autoroute, mais il y a des emprises qui sont d'une certaine taille, qui sont également, je dirais, rendues indisponibles du fait de la construction de l'investissement. Donc nous regardons tout cela. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est les investissements directement liés à la terre. Donc on parlera surtout des investissements, des concessions foncières, ce qui permet d'arriver à construire, à produire, à faire des agro-industries par exemple. C'est ce qui nous préoccupera. Et quand on regarde le dispositif mis en place dans la plupart de nos pays, donc au Cameroun aussi, ce qui préoccupe l'investisseur qui arrive, et je pense à un investisseur qui vient de l'étranger, parce qu'on parle de terre à grande échelle. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de Camerounais qui soient capables de le faire, mais en général, c'est des étrangers qui viennent et qui essayent de prendre des terres à grande échelle. Donc, ce qui préoccupe l'étranger qui vient, l'investisseur qui vient, c'est d'abord d'organiser son accès à la terre. Comment est-ce que je vais faire pour contrôler la terre? Et il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités que l'on peut observer. La première possibilité, c'est la possibilité de la concession. L'État garde le contrôle de la terre et en donne la jouissance à celui qui veut investir pour une longue durée et avec des droits étendus. C'est celle que nous connaissons le plus dans notre pays. La deuxième modalité, c'est l'acquisition. L'investisseur achète et il en devient propriétaire. Donc il a le contrôle total de la terre. Peut-être qu'il faut dire que c'est la modalité qui est préférée par les investisseurs. Pouvoir acheter, en garder le contrôle et avoir la valeur, profiter de la valeur de la terre qui augmente au fil du temps et éventuellement pouvoir un jour, si l'investissement ne marche plus, conserver la valeur de la terre, pouvoir la vendre, l'hypothéquer. Et donc la troisième possibilité qui est la moins utilisée, et c'est le premier point que je voulais partager avec vous, c'est la possibilité d'un partage, d'un partenariat pour la production. L'investisseur ne prend pas la terre, la communauté ne perd pas la terre, mais l'investisseur il a un partenariat avec des producteurs et il prend la récolte. On l'a vu dans certains projets. Dans les premières années des agro-industries nationales, des BECAM, SOCAPAN, il y avait ce schéma-là qui était mis en place à côté des superficies contrôlées par la campagne. Potentiellement, cela peut bien se faire parce qu'on regarde quelques cultures sur lesquelles nous avons des résultats intéressants sans avoir de grandes sociétés qui produisent. La production de café, la production de cacao sont contrôlées par les petits producteurs. Donc là, il y a peut-être la possibilité de voir venir de grandes compagnies qui se mettent à travailler avec les petits producteurs sans avoir forcément à contrôler la terre.
Mais cette modalité-là est celle qu'on utilise le moins. Pourquoi? Parce que l'investisseur dans cette modalité n'a pas les mains libres. Il n'est pas entièrement aussi libre que s'il était propriétaire de la terre. Et donc le premier enjeu, c'est celui-là. Quel est pour nous quel est le choix que nous pourrons faire en ce qui concerne l'accès à la terre, l'organisation de l'accès à la terre? Dans ces trois modalités, on peut avoir des modalités connexes, mais le schéma, c'est ces trois grandes modalités. C'était la première question. La deuxième question que l'on peut se poser quand on regarde les investissements, le deuxième enjeu, c'est celui du choix des cultures. Qui décide de ce qui va être cultivé sur nos terres? Quand je dis nos terres, c'est les terres de notre pays, à un endroit précis. Qui décide de cela? En général, l'investisseur qui vient veut gagner de l'argent et c'est tout à fait normal. Le Cameroun a intérêt à ce qu'il gagne de l'argent pour pouvoir nous payer des impôts, pour pouvoir faire vivre les travailleurs. Donc, on n'a absolument aucun problème à ce qu'un investisseur soit prospère. Mais parce que nous sommes un État, on ne doit pas être simplement contraint par la seule demande internationale. Il peut y avoir d'autres questions qui nous préoccupent. Il y a d'autres questions qui nous préoccupent. Quand on regarde les politiques nationales, on peut voir parfois apparaître des tensions entre, d'une part, la nécessité de produire et d'exporter, parce que ça apporte des devises, et d'autre part, la nécessité d'assurer notre sécurité alimentaire. On voit très clairement cela dans les discours du chef de l'État, dans les documents de politique nationale, de stratégie nationale. On peut également voir parfois des tensions entre les intérêts au niveau local, dans une zone de production, pour installer une agro-industrie, et les intérêts au niveau national. Au niveau national, on veut avoir des chiffres, on veut gagner de l'argent, l'État veut avoir des impôts, on veut avoir de meilleures statistiques d'emploi, par exemple. Mais au niveau local, parfois, cela se traduit, donc les bons résultats au niveau national se traduisent par davantage de problèmes au niveau local. On a l'impression qu'il y a un prix important payé au niveau local pour que les performances nationales soient bonnes. Et c'est mon deuxième message. Est-ce qu'on peut arriver à construire un système qui permet d'avoir des gens qui gagnent un prix? Au niveau local, il faut que les gens gagnent. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui payent un prix au niveau local pour qu'au niveau national, les performances nationales soient bonnes. Le troisième point, qui est peut-être le plus important que je voulais mentionner, c'est celui de la prise en compte des droits des communautés locales, des populations dont le terroir abrite un investissement. Un investissement sur la terre est localisé quelque part. Il y a des communautés qui l'accueillent. Ces communautés ont une histoire et ont surtout un rapport à la terre, dont une partie va devenir la terre concédée ou vendue ou utilisée par un investisseur. Comment les modalités de la transaction sont faites pour permettre à la communauté de se sentir concernée par l'investissement? C'est la première question. Il y a une étude qui a été commencée il y a une dizaine d'années. Au moment de la demande mondiale en terre, on était autour après la crise de 2008. On était autour de 2010-2011. À cause du fait qu'il y avait beaucoup de conflits liés aux investissements sur la terre. Il y a une étude qui a été conduite pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi on avait autant de problèmes. L'étude avait découvert l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique. Et il y avait une conclusion au-dessus de toutes les autres. Il y a eu plusieurs conclusions. La conclusion majeure, c'était là où l'investissement se passe sur un terroir où les droits fonciers des communautés ne sont pas reconnus et protégés, l'investissement est exposé à des risques. L'investisseur risque de perdre ce qu'il a mis parce que les droits
de ces hôtes ne sont pas reconnus, ne sont pas protégés. Et le message principal dans ce contexte était de dire on ne peut pas sécuriser l'un sans sécuriser l'autre. Si on veut sécuriser l'un, il faut peut-être sécuriser l'autre. Donc c'est facile à dire, comme je le dis, c'est plus compliqué à faire dans la pratique, mais ça peut apparaître comme un objectif qu'on vise, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait réussir à sécuriser l'un et l'autre et que la communication soit parfaite. Et donc, quand on regarde, je suis passé rapidement, mais j'ai cité ces trois exemples-là. Quand on regarde ces trois cas, ces trois enjeux qui apparaissent très clairement comme étant des questions sur lesquelles il faudrait peut-être continuer à réfléchir, il y a une quatrième question qui... Alors, il y a plutôt une... On voit apparaître la nécessité d'améliorer la manière dont les investissements sur la terre sont organisés. On a une législation qui date de 50 ans. Et on ne juge pas une législation parce qu'on n'était pas là. On sait que les acteurs ont fait ce qu'il y avait de mieux pour le pays à ce moment précis. Si on juge une législation 50 ans plus tard avec les critères d'aujourd'hui, on ne rend pas justice aux personnes qui ont pris cette décision il y a 50 ans. Ce ne sera absolument pas juste. Donc, si on juge la législation avec les critères d'aujourd'hui, 50 ans plus tard, avec une population qui a plus que triplé, avec des investissements de plus en plus nombreux, on se rend compte que la législation est dépassée, mais c'est normal. C'est un demi-siècle plus tard. Et c'est pour ça qu'on travaille en ce moment pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour notre contexte aujourd'hui. On aura une loi bientôt si l'on s'en tient à ce que nous promettent les autorités. Mais dans 50 ans, je suis sûr que les gens qui regarderont dans le contexte de 50 ans se diront « Ah, cette loi n'est pas très bonne, elle n'est pas adaptée à notre contexte et c'est normal. » Mais pour nous aujourd'hui, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour incorporer dans le texte qui se prépare des éléments qui permettent de mieux encadrer sur la base de ce qu'on sait, sur la base de notre contexte, de la manière dont on voit les interactions entre les communautés et les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y aurait deux questions essentielles. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'impact des investissements sur le foncier? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'investisseur ne soit pas le seul à gagner? Pour que le paysan qui vit dans une zone où il y a un investissement soit différent du paysan, soit différent en mieux, du paysan qui vit dans une zone où il n'y a pas d'investissement. Parce qu'il aura un débouché, parce qu'il aura la possibilité de recevoir un appui technique d'un ingénieur qui travaille pour une compagnie que les autres n'ont pas. Il faudrait qu'ils puissent profiter de cela. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les impacts négatifs de la présence d'un investissement foncier? Un investissement sur la terre, je l'ai dit, implique des restrictions dans l'accès à la terre et aux ressources. Mais la compagnie utilise des produits qui peuvent être des produits chimiques que l'on va retrouver dans l'air, dans l'eau, et qui vont éventuellement avoir un impact sur la santé des populations qui vivent sur place. Comment réduire cela? Comment atténuer cela? Il y a des désagréments sur le plan social quand on déverse un nombre important de jeunes ouvriers, des adultes, généralement mâles, dans une communauté. Il y aura des dégâts, il y aura des problèmes. Comment est-ce qu'on peut tenir compte de cela et l'atténuer? On ne réglera pas tous les problèmes, et on ne les réglera pas tous par la loi, mais il y a des choses qu'on peut arriver à faire. Et la troisième et dernière question, et je terminerai là-dessus avec une petite anecdote. La question, c'est comment nous arranger dans notre législation pour avoir la flexibilité qui nous permet d'incorporer dans les obligations que nous faisons peser sur les investisseurs des règles qu'ils sont déjà obligés de respecter. J'explique un peu ce que je veux dire. On a en ce moment l'Union européenne qui a adopté un règlement, le règlement contre la déforestation importée. L'objectif, c'est de s'assurer que les produits qui entrent
sur le marché européen ne proviennent pas de la déforestation. Le but, c'est d'arriver à travailler pour aider à la régulation de la gestion des forêts dans les zones de production. Et en ce qui nous concerne, c'est le cacao et les VA qui sont les principales cibles dans notre pays. Les cultures que nous pratiquons et qui peuvent être exposées à des risques d'interdiction d'entrer sur le marché européen. La décision a été prise, mais nous ne sommes pas informés. Quand on va dans les villages, le cours du cacao aidant, on voit beaucoup de gens défrichent et créent des plantations. Il y a un risque que ce cacao n'entre pas dans l'Union européenne. Mais ce qui me préoccupe, c'est une autre chose. Il y a une compagnie qui a défriché 1200 hectares dans le sud, dans le département du Djaïlolo, et ils ont planté de l'EVA, société française. EVA destiné au marché français. Les cours sont très hauts, la demande augmente. Dans 1200 hectares défrichés et plantés, la période de récolte approchait, et il s'est rendu compte que les défrichements ont été faits après décembre 2020, c'est-à-dire que son EVA ne pourra pas entrer sur le marché européen. Il aurait pu transiter par la Chine, se transformer en pneus et essayer d'entrer dans l'Union européenne. Le dispositif est tel que même ce transit-là est interdit et sur le long terme, ce sera très difficile pour lui de gagner de l'argent. Donc, il y a une dizaine de jours, il a jeté l'éponge. C'est un investissement, on ne connaît pas le prix, mais quand on évalue 1200 hectares, le nombre d'années, on évalue à plus d'1 milliard de francs la perte sèche de cet investisseur. Parce qu'il y a une règle qu'il ne connaissait pas. Et nous nous disons, si des règles comme celle-là, qui de toutes les manières vont s'appliquer à une grande partie d'investisseurs, si on pouvait en incorporer le contenu dans notre législation, ça aiderait ceux qui ne sont pas très curieux et qui ne regardent pas ce qui se passe à l'étranger, à quand même s'y soumettre dans leur investissement pour éviter des désagréments de cette nature-là.